Ouais. Alors, quant à moi, je vais vous parler du capital et de ses machines, donc les machines qu'on trouve dans le livre Le Capital, et plus généralement de la logique qu'elles vont jouer dans le développement du capitalisme. Et donc, ça va prolonger certains aspects de la discussion qu'a ouvert Olivier, et notamment, voilà, je vais me concentrer peut-être plus sur l'aspect de la mesure, de l'activité et du contrôle qui va aller avec, et voir qu'on a ça déjà dans le capital. Alors, je vais essayer de répondre à une question qui est complètement stupide a priori, qui est en quoi est-ce qu'une machine algorithmique c'est différent d'un métier à tisser? Est-ce que c'est pas fondamentalement juste un peu la même chose? Alors, ça a l'air idiot, et en fait, je vais essayer de vous montrer que la réponse n'est pas si évidente que ça, et qu'a priori, on a tendance à plus souligner leur continuité, la continuité entre les deux, que la différence. Alors, dans le livre Le Capital, je ne l'ai pas amené là parce que j'essaie de voyager léger, mais Marx fait vraiment une étude très épaisse du rôle de la technologie. C'est près d'un quart, un cinquième peut-être, du livre 1 du Capital. Et cette étude, qui est à la fois conceptuelle et historique, elle analyse le rôle essentiel qu'a la technologie dans le capital. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de la technologie du capital. Et donc, il va nous montrer ça, c'est très général pour le moment, que les relations capitalistes de production, elles vont se différencier de manière significative, pas juste anecdotique, mais vraiment de manière significative, selon les techniques par lesquelles elles s'instancient. Alors là, toute théorie critique est d'accord, oui, pour comprendre les rapports sociaux, il faut comprendre la technique, c'est un facteur important. Alors, comment spontanément on comprend ça, en lisant un petit peu vite Marx, en faisant pas trop attention à toutes les choses intéressantes qu'il y a dans ces chapitres-là, c'est à partir d'un raisonnement sur la seule productivité des machines. Alors, l'idée, ce serait que le progrès technique, en tant qu'augmentation de la productivité, c'est consubstantiel à l'accumulation du capital. Ok, donc c'est une idée qu'on partage assez facilement. Donc, une innovation technique, avant qu'elle se généralise, ça donne un avantage compétitif à un capitaliste, ça lui permet de baisser le prix de revient de ses marchandises, donc d'augmenter sa plus-value. Voilà. C'est un raisonnement qui est classique. Alors ça, si on l'adapte aux techniques du XXe siècle, et notamment aux technologies de l'information et de la communication, ça aboutit juste à dire que ces technologies-là, elles ont démultiplié les gains de productivité, et donc elles affectent les rapports sociaux indirectement, parce qu'elles amplifient la logique du capital. Alors, par exemple, ça veut dire qu'on automatise énormément certains secteurs, et que du coup, ça réduit à peau de chagrin la place du travail dedans. Et du coup, si ça réduit à peau de chagrin la place du travail, ça crée des poules de travailleurs surnuméraires qui servent à rien du point de vue du capital et qui sont précaires, chômeurs ou sous-employés. Éventuellement, ça peut entraîner le capitalisme vers des crises, parce que si on augmente la composition organique du capital, qui fait qu'en fait la valeur des moyens, le volume et la valeur des moyens de production qui sont engagés dedans est bien supérieur à celui de la force de travail, on va avoir un problème comme le travail est la seule source de valeur, le capitalisme va finir par s'effondrer de lui-même. Donc on trouve ça dans un texte de Marx, des Grundrisse, qui s'appelle Fragments sur les machines, qui a été énormément lu par des philosophes italiens. Donc je laisse un peu ça de côté. Donc en somme, là, si on suit cette ligne de pensée, un algorithme, au fond, c'est la même chose qu'un métier à tisser du 19e siècle, métier à tisser manuel ou motorisé, c'est juste un métier à tisser super efficace, un métier à tisser plus. Bon, et en fait, donc ces analyses, elles ont été réactualisées ces dernières années, parce qu'on rappelle régulièrement la fin imminente du travail, donc ça fait près d'un siècle qu'on fait ça, mais on a toujours cette même vision apocalyptique. Et donc, si on pense en ce sens-là, on a une lecture qui est très continuiste de l'évolution technologique du capital. Les nouvelles technologies n'ont pas d'effet absolument spécifique, elles ne font qu'amplifier ce qui était déjà là. Une fois atteinte la maturité du système industriel, le progrès technique ne fait qu'amplifier les gains de productivité et les contradictions qui vont avec, les problèmes qui vont avec. Bon, alors, en fait, Marx, il tient effectivement cette ligne conceptuelle-là, et ce raisonnement-là, il va aussi tenir une autre ligne conceptuelle, et en fait, on l'a déjà un petit peu abordé quand on a parlé de l'organisation du travail, qui est celui de la socialisation et de la domination du travail dans son organisation. Et donc ça va notamment beaucoup passer par la technique.
Alors, je vais essayer de suivre ces deux fils-là, qui sont toujours conjoints dans l'analyse du capital, qui est que un certain système technique est dépendant d'un certain mode de socialisation du travail, et donc de socialisation des luttes, avec de socialisation des résistances. Donc ça d'une part, et d'autre part, tout système technique produit ces sujets. Et pas seulement des marchandises. Alors, donc, comment ça fonctionne dans le livre Le Capital, ce raisonnement-là? Toute la technologie du capital, là où elle est abordée, c'est dans les sections 3, 4, 5, donc dans la section 4 particulièrement, du capital, et ces trois sections-là, 3, 4, 5, elles portent sur la survaleur. C'est le surplus arraché au travail qui n'est pas rendu sous forme de salaire. Donc on a le capital qui déploie ces catégories logiques, qui se concrétisent de plus en plus. Alors voilà, au départ on a juste une marchandise, après on commence à avoir de l'argent. Ça se différencie en moyens de production d'une part et en force de travail d'autre part. Bon, alors à ce niveau-là, à ce moment-là logique du déploiement des catégories du capital, la pulsion fondamentale du capital, la tendance à l'accroissement perpétuel de la valeur, elle se traduit de manière extrêmement abstraite. Donc là, je cite Marx, qui nous dit « Le capital a une unique pulsion vitale, se valoriser, créer de la survaleur ». Quand on arrive au moment de la survaleur, le mouvement du capital, c'est ça. Alors, comment elle va se réaliser cette pulsion, pratiquement, dans la section 3? Elle va se réaliser par l'accroissement de la journée de travail, donc en fait par l'allongement de la durée du travail. On va l'étendre. Dans la section 4, alors là je cite Marx, la pulsion immanente au capital et sa tendance constante seront donc d'accroître la force productive du travail afin d'abaisser le prix de la marchandise. Il ne s'agit plus d'allonger la durée, mais d'intensifier le travail. Bon, et ensuite, dans la section 5, il articule les deux mouvements, ça ne nous intéresse pas trop. Donc ça, c'est ce qui va dans le sens de la compréhension un peu comptable ou économiciste de la technologie, ce qui est très important, mais ce n'est pas la seule compréhension qui donne l'offre. Dans cette séquence, le travail, et là je cite Marx encore, ce n'est qu'un mode d'existence particulier du capital. En fait, c'est du capital qui s'est différencié comme travail, c'est différencié comme moyen de production et comme travail. En fait, les travailleurs et les travailleuses, du point de vue du capital, ce n'est rien d'autre à ce moment-là qu'une réserve d'énergie, musculaire ou mentale. C'est juste une pure source de profit, et le capital est complètement indifférent à tout ce qui dépasse, à tout ce qui ne se réduit pas à lui-même. Donc leur histoire, leurs affects, leurs espoirs, leurs valeurs, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand Marx va commencer à considérer la contradiction dans ce procès-là. Les catégories du capital, elles ne vont pas se déployer toutes seules, sans résistance. En fait, elles vont rencontrer quelque chose qui ne va pas être uniquement un mode d'existence particulier du capital, pour reprendre une expression. Dans le procès de déploiement, fait irruption quelque chose qui n'est pas une fonction du capital, qui est un élément hétérogène, et voire même un élément antagoniste, et qui est le travail au sens de ces travailleurs qui ont une histoire, qui ont des affects, qui ont des espoirs, et qui débordent de leur statut de simple facteur de production. Donc cette hétérogénéité-là, elle n'est pas accidentelle, c'est vraiment un élément constitutif du capitalisme. C'est pour ça qu'il est... ces chapitres, ils sont fascinants pour les philosophes, parce que le capital qui se déploie tout seul, là, comme une pure idéalité, tout d'un coup, il rencontre au-dedans de lui, et tout à fait contre lui, autre que lui, contre lui, un antagoniste qui lui est absolument essentiel. Donc, on a une théorie de l'exploitation qui va se muer en une théorie de la domination, qui est absolument inséparable de la théorie de l'exploitation. Juste après avoir parlé de l'exploitation, Marx commence à parler de la domination par les machines. Donc, le fait que cet antagoniste soit essentiel au capital, ça aboutit à ce que Marx dit juste ensuite. À mesure que s'accroît la masse des travailleurs employés en même temps, leur résistance aussi s'accroît, et donc aussi nécessairement la pression du capital pour venir à bout de cette résistance. Donc s'il y a exploitation, il y a domination, assujettissement des travailleuses et des travailleurs. Et donc peut-être que du métier à tisser de l'époque industrielle du 19e à l'algorithme, il n'y aura pas juste un accroissement simple, quantitatif de la productivité, mais peut-être même deux époques distinctes dans une histoire du pouvoir. Parce que la différenciation du capital dans diverses modalités techniques, c'est aussi sa différenciation selon diverses modalités d'exercice du pouvoir. Alors, si
Si on entre dans ce chapitre-là où vraiment il y a le cœur de la machinerie, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il commence par décrire la coopération simple, dans ce chapitre 11. On met en commun plusieurs travaux sous la coupe du capital. Là, le capital, c'est quoi? C'est ce qui dirige, c'est ce qui coordonne, donc ce qui socialise, et ce qui commande, ce qui exerce un pouvoir. Ok. Alors ça prend plusieurs formes, c'est l'autorité despotique, c'est de manière peut-être plus subtile, plus en retrait, c'est la surveillance que le capital exerce sur le procès de travail. Encore plus en retrait, et là on rejoint vraiment la formation des subjectivités comme on a pu l'analyser avec les modes de management contemporains, c'est ce que Marx appelle le contrôle, ce qui va vraiment former la subjectivité, et qui parle par exemple du fait que dans la coopération simple, le capital instille un esprit de compétition entre les travailleurs. La simple coprésence fait qu'ils vont rivaliser, il y a une émulation tout à fait bénéficiaire pour le capital, qui ne sert à rien pour les travailleurs eux-mêmes. Voilà. Il parle aussi, dans une note qui est rigolote, d'intéressement. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gâchis dans certaines usines, dans certains ateliers, et le capital va mettre en place un petit dispositif qui va faire en sorte que les travailleurs vont aller faire la chasse au gaspillage, récupérer les matières premières qui tombent, et avoir une petite prime là-dessus. Donc là, on fait vraiment appel aux pulsions individuelles, à l'intérêt propre, qu'on détourne au profit du capital, évidemment. Donc voilà, il y a la technologie du capital, de manière juste là, sur le commandement du capital, ça va passer par ça, ça va aboutir à ça. Alors ensuite, dans la manufacture, dans le chapitre 12, on complexifie la coopération simple et on introduit la division du travail. Donc là, c'est pas juste une somme de travailleurs juxtaposés, c'est vraiment un corps organique de production qui est différencié en plusieurs organes. Chaque poste de travail, c'est un organe de la production. Et là, on a une contradiction qui est très intéressante pour nous, pour penser la technologie, c'est que le capital, donc, il a besoin que de certaines dimensions de l'activité de travail. Un mécanisme de détail, voilà, le vissage du boulon, le mouvement de la main qui va visser le boulon. Un enchaînement de tâches physiques, mentales, qui sont analysables et quantifiables. Et pour lui, tout ce qui dépasse, les aspirations, les talents des travailleurs singuliers, tout ça c'est superflu, voire c'est un obstacle. Et donc, au moyen des procédés techniques de division du travail, il va abstraire de l'activité réelle, de l'activité concrète, tout ce dont il a besoin et rejeter le reste hors du travail, dans de l'immesurable et du non profitable. Et donc, la conséquence de ça, c'est que la manufacture, dit Marx, fait du travailleur un infirme et une monstruosité, en cultivant comme dans une serre son savoir-faire de détail, tout en étouffant un monde de pulsions et de talents productifs. L'individu lui-même est divisé, transformé en mécanisme automatique d'un travail partiel, et par là, il dit plus loin, rendu dépendant à cette socialisation manufacturière. Et donc, en fait, initialement, dans la socialisation du travail comme une coopération simple, le capital, il avait besoin que d'orienter, de canaliser les subjectivités. Là, avec la division du travail, il lui faut les modeler dans la durée en les rendant dépendantes de lui. Donc il va beaucoup plus loin dans la construction des sujets. Il va même les cliver, les mutiler pour accroître sa productivité. Et en fait, la conséquence directe de ça, c'est le redoublement des résistances ouvrières. Marx nous dit, je cite, « Toute la période manufacturière est parcourue de plaintes au sujet du manque de discipline des travailleurs. » Et là, je cite encore, en effet, comme l'habileté artisanale, elle demeure le fondement de la manufacture, et que le mécanisme global qui la fait fonctionner ne possède pas d'ossature objective indépendante des travailleurs eux-mêmes, le capital est constamment en lutte contre l'insubordination des travailleurs. Et là, il se retrouve avec un procès de travail qui lui permet de produire plus vite, mieux pour moins cher, mais dans lequel la discipline et le pouvoir despotique des surveillants ne suffisent plus pour écraser l'opposition. Parce que le savoir-faire manufacturier laisse les travailleurs en position de force. Et ils sont trop directement victimes d'un pouvoir pour ne pas résister. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il fallait que l'ordre fût, je cite Marx encore, il fallait que l'ordre fût, et qui va amener l'ordre? C'est Arkwright. C'est ce type, Richard Arkwright, qui a inventé la water frame, qui est un métier affilé, hydraulique, qui en fait est super intéressant en termes de productivité, hein, ça produit plus vite, mais aussi parce que c'est l'ossature objective indépendante des travailleurs eux-mêmes que Marx mentionnait. Alors d'abord, il a inventé un procédé de fabrication du fil de coton qui était très solide, Arkwright, et ensuite il a fabriqué la machine qui permettait de traiter ce fil, sauf que les rouleaux de la machine étaient trop lourds pour être actionnés de main humaine. Donc il a fallu donner au métier sa propre machine, sa propre source d'énergie, et l'automatiser. Et donc, ce qu'a fait Arkwright, c'est qu'il a matérialisé
dans un corps machinique, dans une ossature objective, le pouvoir de commandement du capital, qui était incarné avant par des surveillants simplement. Et donc maintenant, les ouvriers, ils n'ont plus face à eux un surveillant qui leur dit juste quoi faire, ils ont une machine qui règle objectivement, de force, mécaniquement, les gestes à effectuer et le rythme des gestes à effectuer. Alors, donc on va pouvoir passer au numérique à partir de là. Alors, résumons donc ce que nous dit Marx, les outils qu'il nous donne. Donc le capital, c'est aussi essentiellement une technologie. Logiquement, historiquement, le progrès du capital et de sa technique, de sa technologie, ça aboutit dans la deuxième moitié du 19e à sa matérialisation dans un système de machines automates. Avec les sujets qui vont avec, déqualifiés, en perte d'autonomie, substituables, standardisés, substituables les uns aux autres. Et donc, cependant, en faisant ça, le capital, en réduisant le sujet qui porte le travail, et en déposant le commandement dans une machine matérielle, finalement, il a réuni autour du corps de la machine matérielle un gigantesque corps collectif qui était aussi imposant que celui de la machine, qui est celui de l'ouvrier masse. Et donc le progrès, cet enchaînement des phases de la technologie du capital, ça a produit l'ouvrier masse qu'on a connu dans le mouvement ouvrier de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc le sujet collectif qui a marqué le capitalisme industriel, il dépend aussi grandement d'une certaine phase de la technologie capitaliste. Alors qu'est-ce qu'il advient de ces sujets pris individuellement ou collectivement, de ces sujets du capital et de la résistance au capital, dès lors que la base technique de la production elle est modifiée? Et c'est là qu'on bascule, donc je zappe quelques étapes, hein, l'organisation scientifique du travail avec Taylor, le Fordisme, etc. Et pour arriver directement au XXe siècle avec les technologies numériques. Donc, on a pour aller très très vite, il y a deux choses intéressantes. Le réseau, d'une part, avec la capacité à communiquer loin, ça date du début du XXe avec les travaux de Bell, avec la cybernétique, la théorie de l'information. Et d'autre part, la miniaturisation des machines à calculer, avec donc l'invention du transistor, puis du microprocesseur. Ça, c'est au milieu du XXe, plutôt 50 ans plus tard. Alors là, on a divisé par près d'1 milliard le coût d'un calcul élémentaire par rapport à un opérateur humain au XIXe siècle. Alors, cette espèce de bond colossal dans un secteur de la technologie, ça va contribuer à métamorphoser les formes de socialisation anciennes du travail, au moins dans certains secteurs, et ça va partiellement traverser tous les autres secteurs, même l'industrie. Et alors, dans la théorie, on a essayé de rassembler un petit peu les modifications que ça opérait sous le terme parapluie de digital labor, qu'Olivier a rapidement évoqué. Donc c'est vraiment un parapluie parce que ça regroupe tout n'importe quoi. Et donc je vais juste me concentrer sur un pan de ce digital labor, de ce travail numérique, qui est le digital labor salarié, celui pour lequel il n'y a pas de problème, on sait que c'est du travail, parce que le reste du digital labor consiste à considérer comme travail des activités qu'a priori on ne considère pas comme travail. Donc je laisse ça de côté. Alors le digital labor salarié, le travail numérique salarié, l'exemple type, tristement fameux, c'est Uber et l'Amazon Mechanical Turk. Donc Uber, vous connaissez, l'Amazon Mechanical Turk, c'est à peu près familier pour tout le monde ou pas? Non. C'est une machine qui a été inventée par Amazon, qui reprend l'idée du Turk mécanique. C'est une machine qu'on faisait circuler dans les cours du XVIIIe siècle en Europe, ou fin du XVIIIe ou début du XIXe, je ne sais plus, qui était censé être un automate qui savait jouer aux échecs, le Turk mécanique. Bon, en fait, il y avait un nain dessous qui déplaçait les pièces. Et donc, très cyniquement, Amazon a repris cette métaphore-là, parce que qu'est-ce que c'est que l'Amazon Mechanical Turk? C'est une plateforme numérique sur laquelle vous, si vous êtes employeur ou employeuse, vous déposez une tâche à accomplir, et c'est comme si un robot l'accomplissait de manière extrêmement rapide en vous renvoyant le résultat. En fait, c'est pas un robot qui l'accomplit, c'est pas un algorithme qui fait la tâche tout seul, c'est un travailleur, probablement plus une travailleuse en fait, à l'autre bout du monde, complètement précarisé. Et donc ça se présente comment quand vous êtes du côté des travailleuses de l'AMT, du Mechanical Turk? C'est comme un fil Facebook, voilà, un fil d'actualité sur lequel vous avez des offres d'embauche, de micro-tâches, et c'est assez effrayant parce qu'en fait c'est des tâches qui sont rémunérées quelques centimes. Donc vous cliquez sur une tâche, vous l'acceptez, ok, donc on vous balance des images de chats, de chiens et de n'importe quoi, et on vous dit cliquez sur toutes les images de chats. Voilà, et vous êtes payé 10 centimes pour faire ça, donc vous cliquez, vous envoyez le résultat, et vous êtes payé et vous passez à une tâche suivante. Donc ça nourrit des algorithmes, ça permet d'éduquer des machines à la reconnaissance des chats et des chiens.
ça permet de faire plein d'autres choses, il n'y a pas que ce genre de tâches évidemment. C'est vraiment un extrême dans cet ordre de socialisation du travail. Alors, ce qui caractérise ce nouveau mode d'existence particulier du capital, qui marque cette phase de la technologie du capital, c'est que ce sont des automates informationnels et des machines dématérialisées. Alors ça a au moins 3 conséquences. La première, c'est que par rapport au système de la fabrique, où il y avait vraiment le gros corps machinique très lourd, des machines, si vous pensez au système des métiers à tisser de Lancashire, par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, vous aviez un axe mécanique qui, relié à une source d'énergie, actionnait une rangée de dizaines et de dizaines de machines à tisser, donc tout ça fonctionnait d'un seul mouvement. Et en fait, c'était très massif, vous ne pouviez pas déplacer ce système de machines du jour au lendemain. Et donc, il y avait une matérialité qui induisait une rigidité de l'incarnation du capital. Donc, la socialisation que cette technologie-là permettait, elle était rigidement fixée dans la machine. Alors qu'un algorithme, il est dématérialisé en ce sens que c'est que du code et c'est quelque chose qui peut se déplacer très vite sur des réseaux, qu'on peut renvoyer sur des serveurs ailleurs, qui n'a pas besoin d'être présent là où le travail est accompli. Et en plus, cette chose-là, cet algorithme, il peut recevoir, traiter et s'adapter en continu à un flux d'informations. Et donc il peut réorganiser le processus de production en conséquence, quasiment en temps réel. Donc ça fait fond sur la parcellisation du travail, parce qu'il faut des tâches élémentaires qui peuvent être vraiment très finement quantifiées, numérisées. Donc en cela, ça prolonge une logique qui existait déjà auparavant. Mais en ajoutant à ça la souplesse, la réactivité et l'adaptabilité que le système machinique, que la socialisation antérieure ne permettait pas. Une première conséquence. La deuxième, c'est que la force organisatrice et la force de domination du capital, elle peut s'affranchir, comme ça, considérablement de l'espace. Le travailleur collectif dans une usine, il était cantonné à l'espace de l'usine, qui était assez limité. Là, quand on passe à des services comme Uber, Deliveroo, Lyft, HomeJoy ou TaskRabbit, on a un travailleur collectif qui s'étend à l'échelle d'une région et qui, en fait, ne se rencontre même pas. Voire même, ce travailleur collectif peut devenir global. Avec le Amazon Mechanical Turk, vous envoyez une tâche de travail fragmentée en 10 micro-tâches. En fait, une partie va être remplie au Bangladesh, l'autre en Inde, l'autre en Afrique du Sud, l'autre dans les Barbades. Voilà, le travailleur collectif, là, est mondial. Donc il n'y a pas que l'Amazon Mechanical Turk, vous avez aussi des choses qui passent peut-être un petit peu plus lourd économiquement, parce qu'Amazon Mechanical Turk, c'est quelques millions de travailleurs, donc peut-être c'est à la fois peu et énorme, mais à l'échelle du monde. Vous avez des choses comme Accenture, ou Siemens Business Services, ou People Per Hour, ou Upwork, ou chez Hewlett Packard, un service qui s'appelle EDS. Et en fait, toutes ces choses-là, ce n'est pas des micro-tâches complètement atomisées, mais ce sont des jobs de quelques heures ou des jobs à la journée. Et ça pèse beaucoup plus lourd dans la délocalisation dans le monde entier des tâches du procès de travail. Et donc, ces techniques, elles permettent à des entreprises américaines d'externaliser une partie de leur force de travail vers la République dominicaine, donc la Barbade, Madagascar, le Sri Lanka, les Philippines, tout ça c'est pour les tâches qui sont plutôt peu qualifiées, ou vers l'Inde et plus récemment, vers la fin des années 2000, début 2010, vers l'Europe de l'Est, pour tous les travaux qui nécessitent une maîtrise de l'anglais qui sont un petit peu plus qualifiés. Et donc là, on a quelque chose comme un marché du travail mondial achevé, pas encore tout à fait, mais c'est à l'horizon du développement de ces techniques, un marché du travail mondial parfait, sans frottement, ou presque, sur lesquels on échange des petites parcelles de travail en provenance du monde entier. C'est ça qui est à l'horizon du déploiement de ces techniques, c'est ça qu'elles permettent dans leur structure même. Donc, troisième conséquence, du point de vue de la production des sujets qui sont confrontés à ces techniques-là, qui sont pris dans ces filets-là, c'est qu'on a des travailleuses qui vont se retrouver individuellement face à leur travail, hors de tout collectif visible, et surtout n'ayant bien souvent pas affaire à un patron, mais à un client. C'est-à-dire que le véritable patron qui les emploie, donc Amazon Mechanical Turk par exemple, ou Uber, les travailleuses ne les rencontrent jamais. Ils ne se manifestent par rien, sinon par l'application qui est une fenêtre vers le contact avec les clients, rien d'autre.
Donc il n'y a même plus phénoménologiquement cette espèce de prise que la machine elle pouvait offrir, vraiment la prise sensible, sur le pouvoir de l'employeur qui était délégué, qui était représenté dans la machine. Et d'ailleurs, ça correspond très bien à l'idéologie qui va avec ça. C'est-à-dire que ces dispositifs techniques-là, ils permettent une idéologie qui vous dit « vous êtes avant tout des auto-entrepreneurs, des employés de vous-même, vous êtes vos propres patrons. » Ah oui, vous ne rencontrez jamais votre employeur, de fait, ça a l'air d'être vrai tout ça. Et pire même, le génie d'Uber, c'est qu'il a délégué la surveillance qui était exercée par les petits chefs dans l'atelier aux clients eux-mêmes. Quand vous utilisez Uber, vous donnez des petites étoiles, et quand un des travailleurs d'Uber perd ses étoiles, il est juste expulsé de la plateforme. Et donc il a même plus la réputation qui permettait d'obtenir des clients facilement, il est obligé de tout recommencer à zéro. Et donc là, l'ennemi, le surveillant, c'est le client, c'est plus le patron. Bon, en plus d'être isolé et de ne pas voir l'employeur, de ne pas avoir ce repère sensible de l'employeur, il n'y a pas de collectif pour médiatiser la souffrance. Et donc là, l'individu risque d'autant plus d'intérioriser la souffrance et de se présenter, de se penser, de se réfléchir comme étant le seul responsable des échecs, des difficultés rencontrées. Alors que quand vous la partagez avec un collectif de travail, avec un métier qui peut expliciter les difficultés et leur donner une solution, en fait, ça équivaut à l'extérioriser, à la mettre hors de soi et à comprendre que c'est le procès de travail qui est fautif et que c'est pas vous-même. Donc ça, c'est tombé. Donc l'assemblage mondial de toutes ces travailleuses et de tous ces travailleurs précaires et atomisés, qui sont liés par la concurrence, mais aussi par les moyens de communication par lesquels ils sont exploités, c'est apparu assez spécifique pour que des chercheuses, comme Ursula Hughes, une sociologue britannique, ou Nick Dyer-Witherford, qui est canadien, essaie de donner un nom à cette sous-section du prolétariat. Alors, cybertariat pour Hughes et cyberprolétariat pour Dyer-Witherford. Alors, je pense qu'on peut essayer de tirer quelques conclusions un petit peu spéculatives de tout ça. C'est que, du point de vue qu'on occupe aujourd'hui dans des sociétés qui sont assez profondément numérisées, qui tendent de plus en plus à l'être, et nos professions à nous, elles ne sont pas épargnées parce qu'en tant qu'enseignant, on se retrouve à faire des MOOCs, des cours massifs en ligne, où tous nos cours ils passent par la plateforme, mais s'adressent à énormément de gens qui habitent partout dans le monde. On voit aussi Google Alphabet, cette espèce de géant des GAFAM, qui est en train de pénétrer dans les écoles, qui développe des dispositifs pour faire la médiation entre parents, élèves et profs. Un truc absolument terrifiant, donc il va avoir accès à toutes les données sur la formation, les errements scolaires, l'indiscipline des élèves. Et l'éducation nationale en France signe des contrats faramineux avec Microsoft, par exemple, pour les faire rentrer dans les écoles. Donc, du point de vue qu'on a aujourd'hui sur cette nouvelle phase de la technologie du capital, on peut relire l'histoire de la révolution industrielle qui aboutit à cette phase technologique-là comme l'approfondissement d'une logique d'abstraction. C'est-à-dire que la technologie du capital, fondamentalement, elle a deux fonctions, dans le procès de travail au moins, il peut en avoir d'autres ailleurs, mais au moins dans le procès de travail, c'est un processus, c'est un moteur d'accroissement de la survaleur d'une part, du point de vue plus économiciste, et c'est un opérateur d'abstraction de la relation de travail. Elle vise, cette technologie du capital, elle a donc aussi pour fonction dans le travail d'arracher au travail tout ce qui est concret, tout ce qui dépasse de la valorisation possible. Donc on le voyait quand on faisait le passage de la manufacture à la fabrique, c'est que l'initiative du travail dans la manufacture, dans la division du travail, a été déposée dans le travailleur, la travailleuse elle-même, qui contenait l'autonomie, le savoir-faire complet qui lui permettait de réaliser le travail. On passe à la machine, tout ça est délégué à la machine, et donc purifié de toutes ces contingences, de tout ce qui dépasse. Il y a un chercheur suédois, un géographe suédois, qui a bossé sur ce moment-là de l'histoire de la technologie du capital à propos du charbon. Il s'appelle Andreas Malm. Et ce qu'il a fait, c'est super intéressant, parce qu'il a juste développé deux phrases dans le Capital qui ne sont pas très explicitées, et donc avec tous les travaux qu'il a pu, tous les travaux des managers de l'époque qu'il a pu compiler, sur à quoi sert le charbon, qu'est-ce que c'est que cette technologie. Et lui nous disait, le charbon, c'est une technologie de l'abstraction. Parce que quand vous avez besoin pour faire fonctionner votre système de machine d'une source d'énergie, à l'époque la plus profitable, au début du 19e siècle, c'est l'énergie hydraulique. Et de loin, hein, on sait utiliser le charbon, mais en fait le charbon c'est nul en termes de productivité. Mais alors pourquoi est-ce qu'on commence à utiliser le charbon à cette époque-là et pas l'hydraulique? Et pourquoi on ne reste pas à l'hydraulique? En fait l'hydraulique était plus profitable, mais c'était une énergie qui était fondamentalement concrète, c'est-à-dire qu'elle était ancrée dans un territoire très précis. Les sources d'énergie hydraulique intéressantes, elles étaient loin des villes, elles étaient dans la montagne,
là où il y avait des torrents importants. Et pour exploiter ces sources loin des villes, il fallait faire venir les travailleurs, donc il fallait construire des colonies industrielles. Et donc quand vous avez tous les travailleurs nécessaires au fonctionnement de l'usine, de la fabrique, qui sont dans une zone où il n'y a rien d'autre qu'eux, en fait ils se mettent en grève, évidemment, ils ont un pouvoir de négociation qui est colossal. Et donc il y avait énormément de grèves à cette époque-là dans les colonies industrielles, il fallait se débarrasser de ça, il fallait les contourner. Et donc cette technologie-là qui était plus coûteuse, qui était moins intéressante en termes de productivité, elle a été massivement adoptée parce qu'elle a permis de rapatrier les fabriques vers les villes, là où il y avait plein de populations surnuméraires qu'on pouvait mettre en compétition avec les travailleurs par ailleurs, avec les travailleurs grévistes. Et donc là, quand on passe de la manufacture à la fabrique, abstraction du procès de travail. Quand on passe de l'énergie hydraulique au charbon, abstraction également. Quand on passe du système de la fabrique aux technologies numériques, abstraction aussi en un sens, parce que là où il y a le corps machinique du système des machines, il y a aussi un corps de résistance ouvrière qui est très massif et très puissant. Et là, en dématérialisant la machine, en désincarnant le capital, on se permet de disperser la force de travail et de disperser les possibilités de résistance. Ok, alors plusieurs conclusions à partir de ça. Donc, le métier à tisser du 19e, du système de la fabrique, il a en commun avec la machine algorithmique que oui, c'est conçu pour produire plus de marchandises en moins de temps. Ce qui les distingue, c'est que ce sont deux époques du pouvoir qu'exerce le capital sur le travail. Et deux époques aussi avec deux modalités d'abstraction du procès de travail bien différentes. Alors, l'objectif de cette analyse-là, c'était de reposer avec autant de recul que possible la question de la classe. Et là, c'est super expérimental au point où on en est aujourd'hui, parce qu'on a bien du mal à définir ce que c'est que ce cybertariat, ce cyberprolétariat, et qui se dessine avec la montée en puissance du numérique. Alors qu'est-ce que c'est le sujet collectif qui se voit constitué par ce mode de socialisation et de subjectivation, et quel est son pouvoir de résistance? Parce qu'on a vu on peut décrire ce progrès des technologies du capital comme un progrès énorme dans l'art de la domination. Qu'est-ce qui reste pour résister? On a pu observer un certain nombre de résistances qui se sont renouvelées, mais des résistances en mode mineur au travail. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur cet ordinateur-là, à l'autre bout du monde, et que vous recevez des micro-tâches, vous avez le surveillant absolu, parce que tout ce que vous faites est déjà numérisé. Olivier disait ça, et voilà, c'est déjà du numérique, donc c'est déjà immédiatement analysable, et on peut immédiatement le surveiller. Bon, alors on arrive à inventer des moyens de contourner ça quand même. Par exemple, vous travaillez sur votre ordinateur, il y a une capture d'écran qui est prise régulièrement de votre procès de travail, de ce que vous êtes en train de faire. Les travailleurs ont inventé le moyen de quand même aller surfer sur Facebook pour perdre leur temps, c'est d'installer deux écrans en parallèle et de se connecter à leur plateforme que sur le premier écran. Donc, voilà, ils sont toujours sur la plateforme, sur le premier, jamais sur Facebook. Comme ça, ils peuvent glander à côté. Bon, mais ça, c'est des résistances vraiment tout à fait mineures. Là, on les trouve, ces résistances-là. Alors, des résistances plus fortes, des grèves, est-ce qu'il y en a eu vraiment? Sur Amazon Mechanical Turk, il y a eu une tentative de fédération des travailleurs et de mise en grève. Et évidemment, ça a été un échec, parce qu'il n'y a pas... Les seuls contacts qu'on a, c'est des contacts sur des forums, c'est des choses qui sont complètement désincarnées. Et il n'y a jamais de coprésence des travailleuses et de mise en contact qui permet de construire un corps collectif, des liens de confiance. Tout ça. Alors il y a bien eu des mouvements avec des Deliveroo qui ont réussi à s'organiser à l'international, d'ailleurs, ce qui était super impressionnant, entre l'Espagne et la France. Et voilà, qui ont lancé un syndicat, il y a le CLAP à Paris, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ont réussi à utiliser en fait la souplesse même des outils par lesquels on les exploitait, pour se connecter et être super réactif et aller bloquer tous les restaurants qui se connectaient à la plateforme pour demander des repas. Et donc, voilà, eux se présentaient comme un client, ils voient tous les restaurants de la région qui se connectent, ils disent voilà, nous on est en grève, on va aller avec nos vélos, parce qu'ils se déplacent à vélo, très très vite se positionner devant ces restaurants-là et intercepter tous les colis. Et donc là, ils utilisent la machine elle-même pour contrer le pouvoir de l'exploitation. Il y a eu des grèves comme ça de Uber Eats, je pense que c'était en Angleterre, où en fait, ils faisaient un piquet de grève et puis ils commandaient des repas sur Uber Eats. Et donc, tous les travailleurs qui répondaient à l'offre venaient sur le piquet de grève avec un repas. Et ils étaient accueillis à bras ouverts par leurs collègues qui leur disaient écoutez, restez, on va partager le repas et puis on va tenir le piquet de grève ensemble. Et le piquet de grève grossissait et grossissait et grossissait.
Mais ça, en fait, c'est quand même ces exemples tâtonnants qui sont assez intéressants, qui ont eu un relatif succès. Est-ce qu'ils sont assez puissants pour organiser vraiment des pouvoirs collectifs? Parce qu'on n'entend plus énormément parler de ces syndicats des livreurs à vélo en France. Donc, en fait, l'organisation collective sur la base de la socialisation et de l'assujettissement à ces nouvelles techniques d'organisation du travail, elle est confrontée à des obstacles qui sont encore plus grands que dans les époques passées. Du coup, est-ce que vraiment on a une base qui serait suffisante pour opposer une véritable force à ces pouvoirs-là? Alors, si vous me permettez, du coup, d'ouvrir vers d'autres horizons, parce qu'il y a d'autres théories qui se font, il n'y a pas que ces théories sociologiques sur le digital labor. Il y a d'autres phénomènes qui jouent autour des technologies du capital les plus contemporaines. Un premier phénomène, c'est celui du conflit de basse intensité qui se joue sur le terrain de la propriété. En fait, quand vous avez des moyens de production et des biens produits qui sont informationnels, ça rend leur accaparement par le capital particulièrement compliqué. Vous ne pouvez pas boucler ça dans une usine et fermer à clé, ça ne sert à rien. Les informations, elles peuvent fuiter, on peut les copier et on peut les partager extrêmement facilement. Et du coup, vous avez eu ce mouvement du piratage, alors, essentiellement dans les biens culturels et dans l'industrie logicielle, en fait, qui a été assez important, et vous avez tout le mouvement du libre, qui s'est structuré véritablement, je pense qu'il faut vraiment le considérer comme un mouvement social. Même s'il est traversé par des logiques libérales, libertariennes, qu'il est complètement étranger à nos traditions politiques, à la tradition du mouvement ouvrier. Ces deux phénomènes, ils ont acquis dans les 2 dernières décennies une importance pas négligeable, jusqu'à vraiment se structurer en communauté d'activistes. C'est des phénomènes qui ont un statut complètement ambivalent, parce que, par exemple, les logiciels libres qu'on produit dans ces communautés, qui appartiennent à tous, et qui sont protégés par des statuts juridiques qui font qu'ils ne peuvent pas être réappropriés, et en fait, ça fait le miel des grandes compagnies, des GAFAM du web. Parce qu'on arrive par l'intelligence collective à produire des logiciels qui sont incroyablement puissants, et les serveurs Linux, ce sont les plus puissants qu'on ait techniquement aujourd'hui. Ils ont été produits sous ce mode-là. Et en fait, ils font le miel des compagnies comme IBM qui même financent ces travaux-là parce qu'ils s'en servent en retour. C'est très intéressant d'avoir la richesse collective pour alimenter son propre procès de travail. Ok, ça c'est un petit peu ambivalent, je ne sais vraiment pas quoi en penser, mais sans doute qu'il y a la possibilité de déplacer le conflit au travail sur le terrain de la propriété, et donc de le lier indirectement au travail par ce biais. Le second phénomène que je voulais pointer du doigt, c'est celui de l'extension de la production capitaliste au-delà de la sphère du travail. Et donc notamment de la production capitaliste des sujets eux-mêmes. Alors Marx disait à propos de la technologie de la manufacture dans le Capital, donc je vous le cite, ce n'est pas ici le lieu de montrer plus avant comment la manufacture se saisit par-delà la sphère économique de toutes les autres sphères de la société et jette partout les bases du développement, du compartimentage, des spécialisations, bref, d'une parcellisation de l'homme. La médiation numérique des interactions sociales, elle a pu être comprise, alors là, du coup, j'ai pas du tout préparé de topo là-dessus, mais comme digital labor au sens élargi, c'est-à-dire que le capital serait venu servir de médiateur aux interactions sociales hors du travail, c'est-à-dire les interactions que nous, on peut avoir quand on communique sur les réseaux, simplement, et qu'il va transformer ces interactions en une mise au travail. Et donc, nous, en communiquant sur ce réseau-là, on se retrouverait à produire de la valeur pour des compagnies qui, du coup, vont les exploiter et vont se valoriser. Et le plus important, Facebook, Twitter fonctionnent essentiellement là-dessus. Elles ont très très peu d'employés. Alors, c'est une théorie qui a beaucoup de problèmes par ailleurs. Bon. Vous avez des féministes qui ont essayé de sortir de ça. Donc, je pense à une féministe qui s'appelle Kylie Jarrett, qui travaille sur ces théories des médias, qui a essayé de prendre cette intuition que le capital était en train de déborder de l'usine, qui dit, mais ce mouvement-là de sortir de l'usine, c'est un mouvement que nous, on connaît en tant que féministes, il ne faut pas réinventer la poudre, c'est tout simplement un travail domestique. Il y a bien quelque chose comme une activité de travail qui n'est pas directement récompensée par le salaire et qui pourtant est essentielle à la reproduction du capital. Est-ce que les technologies numériques, elles n'auraient pas déplacé ce travail reproductif de la sphère du foyer simplement à l'activité sur les réseaux? Ça, c'est la thèse qu'elle essaie de soutenir. Et donc, tout le travail de lien social qu'on a entre nous, qui nous permettent de nous reconstruire affectivement, de partager des connaissances, de nous construire,
et de tisser des liens de solidarité qui sont essentiels en fait pour qu'ensuite on puisse affronter le travail et retourner au boulot. Toute cette activité-là, elle serait en train d'être prise d'être subsumée sous des mécanismes marchands, et ça peut pas rester sans conséquence. Alors peut-être que ça, ce serait une piste de réutilisation des théories marxistes, et donc là plus féministes marxistes, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer avec les technologies du capital. Donc voilà, digital labor au sens restreint de le travail qui est organisé numériquement d'un côté, les théories du digital labor ou du capitalisme cognitif, au sens le plus large, toutes les activités médiées par le numérique sont en fait une mise au travail, même si on ne s'en rend pas compte. Alors c'est les théories les plus problématiques. Toutes ces théories de la reproduction sociale numérique qui dit nous sommes toutes des femmes au foyer numérique, quand on utilise Facebook et les réseaux sociaux, les mails, qui posent beaucoup de problèmes mais qui sont en fait très fines dans leurs intuitions. Et on pourrait aussi penser à une quatrième voie qui est celle de l'industrie culturelle. Au début du XXe, l'école de Francfort, elle a théorisé l'idée que si la production de la culture, ça s'industrialise et que c'est marchandisé de part en part, c'est traversé par des logiques économiques de part en part, le contenu de ce qui est médiatisé par cette industrie-là ne peut pas rester indifférent, il ne peut pas rester tel quel, il ne peut pas rester neutre. Et est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer avec la numérisation de nos activités d'interaction, la médiation numérique de toutes nos activités? Est-ce qu'elles ne sont pas en train d'être complètement informées de l'intérieur par la forme marchandise? Ce qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les liens qui sont tissés entre nous. Voilà, j'essaie d'ouvrir un maximum de pistes pour voir ce qui peut se faire avec Marx et les théories afférentes autour du numérique, mais malheureusement j'ouvre beaucoup plus de problèmes que j'en referme et j'ai très peu de réponses sur tout ce que je viens de balancer sur la fin. Je m'en excuse par avance. Je suis à la fois frappé par le côté opératoire des analyses proposées et en même temps leur caractère d'isomorphisme avec certaines critiques de forme de connaissance. Et mon point il porte sur l'abstraction. Je vais essayer de faire court, mais comme l'a rappelé Marc-Antoine tout à l'heure, le capital c'est un déploiement de catégories logiques. Et l'abstraction produit un certain nombre d'aliénation, vous avez rappelé les tenants et aboutissants, il y a une radicalisation de ce processus avec le numérique. Et au fond, en écoutant ça, je n'arrivais pas à ne pas penser à ce qu'a montré Husserl avec le procès même de la connaissance scientifique, qui est l'abstraction réalisée que constitue la mathématisation du monde, qui se fait beaucoup plus tôt en fait, que le tournant numérique du capital. Et ma question c'est au fond, est-ce que la focale sur les rapports de production au travail n'est pas un peu étroite pour analyser ce qui est en jeu, étant donné que dans la mesure où moi, en faisant ce lien, je me dis mais au fond c'est pas juste un problème d'économie politique, c'est un problème de figure anthropologique historique totale. Notre rapport au monde, ne serait-ce que pour ces rapports pour le connaître, pose déjà les germes de ces problématiques. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est pour qui? C'est un peu pour les deux. Ok, là, qui c'est qui arrive à répondre? Bon, moi j'ai des choses à dire, mais vas-y, puis je complète. Il y a un tournant super intéressant qui joue plutôt au XVIIe siècle, avec effectivement une nouvelle science qui émerge. Une science qui est plus celle qui décrit les êtres comme étant tous singuliers, concrets, avec des particularités, et en fait plus ou moins régionalement hétérogènes les uns aux autres. Mais c'est une science qui au contraire va aplatir tout ça dans une ontologie grise, où il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de différence, et où en fait tout est réductible à de la quantité. Et ça, effectivement, ça a été absolument essentiel pour la mise en forme du procès de travail par la suite. Bon, après, ça arrive aussi à une époque où précisément, le XVIIe, c'est aussi le moment du capitalisme qui émerge. C'est aussi là que on a la transformation des rapports de pouvoir avec les grandes foires qui traversent toute l'Europe, qui fragilisent le pouvoir des notables locaux, des bourgs.
avec simplement une certaine bourgeoisie qui est capable d'avoir la main sur ces contrôles-là, d'avoir le contrôle pardon, sur ces foires, sur ces grands marchés qui sont en train de se développer. Donc, voilà, je ne sais pas exactement, je pense qu'on va faire des théories hyper généralisantes qui vont être beaucoup trop lourdes et pas très intéressantes, mais évidemment, il y a quelque chose en parallèle qui se joue avec ces formes de savoir et ces organisations de l'échange et du travail. Alors je ne sais pas s'il faut remonter à des choses aussi lointaines que par exemple l'introduction de la monnaie, ça permet la pensée abstraite, voilà, avec les théories de Zone-Rettel. La question c'est plutôt comment on fait la mathématique, parce que c'est effectivement très général, mais il y a une question très précise quand même qui est la numérisation, enfin l'ontologie numérique. Et au fond, est-ce que la critique du mode de production ou du capital tout court ne doit pas commencer par une critique du procès de connaissance qu'on a? Parce qu'il y a eu une critique de cette abstraction mathématique réalisée, mais qui se rejoue dans les rapports de production, parce que c'est cette mathématique qui donne la possibilité des machines. Enfin, ça a des implications du coup très directes et très concrètes. Et en fait, je dis ça, j'insiste là-dessus parce que je me dis, au fond, si on intervient toujours en fin de processus, c'est-à-dire au moment où les machines sont construites, où les rapports de production existent, sans interroger ces catégories de l'appréhension du réel là, en fait, est-ce qu'on ne joue pas le jeu du processus humain? On n'interroge pas au départ. Ok, en philosophe, j'aime beaucoup cette ligne de réflexion, et en même temps, il faut poser des questions politiques. C'est-à-dire que là, j'essaie de me diriger vers des problèmes de type où est-ce qu'on va vers quoi est en train de se déplacer le conflit social face à ces technologies-là? Est-ce que ce travail, est-ce que ça a l'air on ne va pas les déplacer sur le champ de la production scientifique. Le conflit, là, il n'existe pas. Autant il existe sur le domaine de la propriété afférente à ces rapports de production, à ces rapports de travail. Il existe sur la médiatisation numérique des rapports sociaux hors travail, parce qu'il y a toutes les affaires de vie privée qui sont portées par des activistes plutôt libéraux, qui en fait deviennent de plus en plus critiques, se radicalisent face à ça. Là, on a des formes de conflits qui sont en train d'émerger, qui peuvent se polariser de manière intéressante. Bon. Politiquement, qu'est-ce que ça... Quand on va, si on s'interroge plutôt sur les formes de connaissances? Politiquement, on va parce que le rapport, enfin ce que vous décrivez les deux sur la capitalisation du numérique, moi je la vois au quotidien en mode de production de la science. Et au fond, politiquement, ça peut avoir, c'est bon, c'est une mission politique un peu compliquée, de réclamer une science concrète qui arrête le processus d'abstraction permanent dans lequel on fonctionne à la base, en fait. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas politique, au contraire. Non, mais je pense que c'est une question effectivement extrêmement importante et en même temps très délicate. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est un petit peu aussi le sens de mon propos, de dire si on veut vraiment comprendre ce qui se joue dans le capitalisme numérique, appelons-le comme ça, il faut revenir à ça. Il faut revenir effectivement à un mouvement qui n'implique pas que des questions économiques, qui implique des questions cognitives. Il faut revenir à Leibniz, à ce genre de choses, à la pensée formelle, à cette pensée qui pense une coupure entre la forme et le contenu, etc. Ce sont les conditions de possibilité de ce développement-là. Après, là je serais tout à fait d'accord avec ce que dit Marc-Antoine, je pense qu'il y a d'une part cette dimension des formes abstraites et la dimension cognitive, c'est-à-dire que si ça rend possible la dimension politique, si ça rend possible le capital, c'est un rapport social qui se nourrit de ça, mais qui ajoute d'autres dimensions, et qu'il faut penser spécifiquement, et auquel il faut donner des réponses spécifiques, politiques. C'est pas qu'en donnant une réponse de type cognitif qu'on résoudra le problème. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faille laisser tomber ça. Et là, je pense qu'il y a une réponse chez Adorno, par exemple, qui effectivement fait une critique de l'abstraction, tout en montrant qu'on ne peut pas se passer de l'abstraction, puisque l'abstraction, c'est aussi la raison moderne, c'est aussi ce qui permet des équivalences, c'est aussi ce qui permet de se détacher des ancrages locaux, etc. Mais au moment même où on se réfère à l'abstraction, il faut la critiquer de manière interne pour proposer autre chose. Et donc, une sorte de pensée dialectique qui, à la fois, qui accepte la nécessité de l'abstraction et qui fait une critique interne et qui a pour conséquence de refaire de la place à l'art, à l'esthétique, qui est une manière, c'est un rapport à la réalité, qui est une critique de l'abstraction qui en même temps s'en nourrit. C'est un peu ça. Je pense que chez Adorno, il y a effectivement une voie qui va dans ce sens-là.
est-ce qu'elle donne la réponse pleinement à la dimension politique qu'on évoquait tout à l'heure? On peut douter, hein, mais je pense qu'il y a en tout cas il y a de quoi se nourrir pour faire ce que tu proposes. En fait. Avant ta question, j'ai juste un petit prolongement. Par rapport à ta question, il ne faut pas oublier que le concret, ça peut aussi être une sacrée source de domination. Dans ce cas, ce qui se présente comme concret, une forme historique, une forme sociale, une religion, un machin, ça peut aussi être une source de domination. Je ne pense pas qu'il y ait intrinsèquement, dans le processus d'abstraction, de la domination. C'est pour ça qu'il faut avoir le double mouvement. Effectivement, la production d'abstraction crée ses dangers propres, spécifiques, en termes de possibilités de domination. Et c'est ça le mouvement que suggère Olivier, à savoir qu'il faut retourner sur ces nouvelles possibilités de domination, c'est-à-dire exercer une vigilance critique. Moi, je vois plutôt ça comme ça. C'est vraiment un commentaire et je m'intéresse à faire dans la discussion et j'ai tout à fait tort de le faire comme modérateur. Alors, j'ai une question beaucoup plus terre à terre. Vous avez tous les deux fait par moment allusion à Amazon, qui fait partie des GAFA, donc une des entreprises phares de l'économie numérique. J'ai été totalement effrayé quand j'ai lu ce témoignage d'un journaliste français qui a réussi à se faire engager dans un centre de distribution chez Amazon, mais dont le nom n'est pas présent à l'esprit. C'est complètement fou. Donc, ces entrepôts d'Amazon où des pauvres gens courent comme des dératés dans tous les sens pour aller chercher manuellement des articles pour puis les porter dans les embarras. Alors, pourquoi je suis particulièrement effrayé? J'ai personnellement participé à un projet d'entrepôt entièrement automatique il y a 45 ans. Vous avez bien entendu, pas il y a 10 ans, pas il y a 20 ans, il y a 45 ans. C'est un demi-siècle. On avait mis en place un entrepôt où il n'y avait personne, c'était entièrement automatisé, tous les mouvements de stockage et de déstockage étaient faits par des machines contrôlées par un ordinateur, il y a un demi-siècle. Alors si aujourd'hui Amazon, qui a pourtant une certaine expertise technologique, ne le fait pas, quand j'ai lu le livre, j'ai très naturellement pensé c'est parce que ça leur coûte moins cher de payer des pauvres gens à courir que de réaliser ce genre de technologie. Seulement, je vais venir à ma question. Donc, avec ce que j'ai entendu entre hier et aujourd'hui par Bernard Friot hier et par Christophe Dejoux aujourd'hui, j'ai tout à coup un doute. Puis c'est ça ma question. Alors, est-ce que c'est vraiment par souci de rentabilité ou est-ce qu'au contraire, comme je l'ai entendu, en fait, ils n'ont rien à cirer la rentabilité? C'est une question de domination. Ça leur permet de dominer des gens. Alors, quelle est votre explication de ce phénomène? Non. Je ne connaissais pas ce système d'entrepôt totalement automatisé, donc c'est vrai que je vais avoir du mal à faire la comparaison. Il me semblait qu'on ne savait pas encore faire des machines qui étaient capables de saisir tous les types d'objets dans des étagères et sans les briser. Et du coup, je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression que c'est aussi pour ça que les travailleurs étaient encore nécessaires. Mais en 50 ans, on ne touche pas les objets, les panneaux. Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont quand même fait face à des difficultés redoutables. Alors, peut-être qu'ils sont très en retard sur ce que vous avez développé il y a 40 ans. Mais effectivement, qu'ils ne s'en sortaient pas au niveau des modes de classement, etc. Que les machines ne parvenaient pas à faire le travail, mais qu'ils se seraient bien passés des êtres humains s'ils avaient pu s'en passer. Moi, je reste quand même sur cette thèse-là, malgré que l'autre thèse de la domination, effectivement, soit assez interpellante. Mais pour ces secteurs-là, je pense qu'ils considèrent que c'est moins cher d'engager des gens que de développer vraiment le dispositif, et quand ils pourront le faire, ils le feront. Voilà, comme le Mechanical Turk, ils en ont besoin pour nourrir l'appareil, mais quand ils pourront s'en passer, ils s'en passeront. Je continue de penser qu'on est là-dedans. Après, ce qu'expliquait Christophe Dejoux, je pense que c'est assez spécifique à ces espaces, effectivement, où, qui, à mon avis, sont quand même assez différents. Ce sont des espaces où on domine la gestion,
Alors que ça, je pense, c'est vraiment des choses qui sont vouées à disparaître à terme, qui continuent d'exister, mais qui, dans 10 ans, existeront sans doute. Oui, alors, ça me fait penser aux antinomies, à une des antinomies du marxisme, c'est intériorité ou extériorité. L'avant-garde du parti, est-ce avec l'avant-garde du parti que le prolétariat va se libérer, ou est-ce que la libération du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que votre Mechanical Turk, ça a donné lieu à un super essai de Walter Benjamin. Vous connaissez? Le joueur d'échecs. Oui. Il y a le capitaliste, non, pardon, il y a le prolétaire et le socialiste qui est là. Et là, il y a le capitaliste. Parce que vous avez dit que le patron, on ne le voit plus. Alors effectivement, là, le patron, on le voit. Il y a le capitaliste, il y a l'ouvrier, et en dessous, il y a le turc, l'automate. Et il joue aux échecs. Et le capitaliste joue aux échecs, tac, le prolétaire, il joue aux échecs, et le capitaliste, il gagne toujours, parce que c'est le turc qui dit les réponses en dessous en bougeant les turcs. Et il dit, le socialisme perdra toujours contre le capitalisme, parce qu'il y a toujours un moyen externe qui est la magie, de la marchandise. Et nous, le socialiste, nous ne sommes pas magiques. Nous voulons toujours répondre ésotériquement au capitalisme, c'était toujours le confronter à même le travail, et sans aucune référence, sans aller chercher d'appui ailleurs. Et à ce moment-là, quand il disait qu'il fallait chercher à l'extérieur pour aider précisément, parce que ce jeu-là, alors vous avez vu, c'est comme Marx et Hegel. Parce que maintenant, on ne le voit plus, le capitaliste. C'est le capitaliste qui est en dessous, puis c'est le turc qui est en dessus. Tandis que Benjamin lui disait, vous voyez, vous avez le capitaliste en haut, puis le turc en dessous. Et il disait, ben, le turc en dessous, c'est la botte secrète du capitalisme, qui est précisément la magie de la marchandise, l'émerveillement, le mythe, etc. Et à ce niveau-là, le matérialisme historique, en tant que matérialisme historique restreint, perdra toujours, parce qu'il n'y a pas d'extériorité à la production. Alors, est-ce que vous pensez que le combat ne peut se faire qu'à l'intérieur du système, où il faut une extériorité? Et c'est précisément toute l'analyse que Enrique Dussel, vous connaissez Enrique Dussel, qui a travaillé sur les manuscrits de 62-65, qui est un marxiste américain très connu, et il dit qu'est-ce que dans le rapport au capital est extérieur? Est-ce que chez Marx, il n'y a pas une extériorité? Et c'est la raison pour laquelle il dit attention, chez Marx, il y a plus que le concept de production, il y a le concept de création. Et il va dire il y a du shelling chez Marx, dans ce sens que la force de travail, et Michel Henry, vous l'avez cité, hein, il crée. Et c'est à partir de cette création d'impulsion originale externe que le Dasein existe. C'est-à-dire que même le Wesen, il est créé par une impulsion, il est produit par une impulsion créatrice. Et donc chez Marx, il y a cette idée de la création absolue du prolétariat qui est plus que le travailleur. Alors, ça a l'air tout un peu confus, mais c'est le problème de l'extériorité. Ça peut être une extériorité comme... Alors, la figure de l'extériorité du mouvement ouvrier au XXe siècle, c'était Lénine, Lukács, conscience de classe. C'est quoi aujourd'hui l'extériorité? Parce que manifestement, vous avez fait des magnifiques Monsieur Desjoues et toi sur l'aliénation et le rapport au travail, mais si on joue comme ça, on perd. Je pense. Je ne sais pas si vous... Comment vous... Ouais. Je suppose ça suppose une... Bah, disons que moi, je reformule un peu la question telle que je la comprends, parce que je ne suis pas sûr d'avoir vraiment saisi ce que vous entendez par extériorité. Puisqu'il y a deux sens. Enfin, c'est le concept de classe. À la fois ontologique et sociologique et imaginaire. Oui, mais à un moment donné, c'est presque une sorte d'élément spirituel. En tout cas, je vous donne la réponse qui me vient. C'est que, dans le fond, moi, je relis ça avec la question de la raison, dans le fond. Et,
l'opération que fait Marx, on lira tout à l'heure des textes dans lesquels Marx s'en prend aux puissances extérieures et à la religion, etc. Dans le fond, c'est un mouvement de la raison, un mouvement radical de la raison qu'il a conçoit au cœur de l'économie, là où l'économie politique s'était arrêtée, n'a pas, disons, fait son mouvement de rationalisation jusqu'au bout. La figure typique, c'est la main visible d'Adam Smith. Au fond, c'est une figure divine, on ne sait pas trop. Et Marx, il radicalise le geste et en disant, non, c'est l'économie. L'économie, on peut l'expliquer par des faits matériels et les faits économiques sont explicables. Il n'y a pas d'extériorité. Le mouvement du capital, on peut le comprendre dans toute sa matérialité. Et effectivement, je pense qu'il y a des moments où, et je pense qu'on est un peu dans une période de ce type-là, où dans le fond on renonce à comprendre l'économie. Quand je dis on, je pense à tout un travail de l'espace public politique, où le travail pour comprendre le flux des capitaux et le fonctionnement de l'économie n'est plus fait. Et là, on réinvestit l'économie de toute une série d'éléments magiques et ça ouvre, disons, une sorte de vide d'interprétation dans lequel plein de choses pas très jolies viennent se loger. Donc quand ce travail collectif politique n'est pas fait, de mise en intelligibilité par la raison des fonctionnements de l'économie, ce que faisait Marx, ça ouvre un espace qui peut être peuplé de plein de choses différentes, de racisme. Bon. Et je pense qu'on traverse une période de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le travail n'est plus fait dans l'espace public politique au niveau de l'interprétation par la raison des phénomènes économiques, et plein de choses viennent peupler ce qui n'est pas peuplé par une interprétation de type marxiste, parce que moi je le vois comme ça, c'est une radicalisation du projet de la raison dans le domaine de l'économie, là où l'économie bourgeoise, pour le dire très vite, s'est arrêtée en cours de route. Alors, effectivement, pour le mouvement ouvrier qui se revendique de ça, d'avoir en face un acteur qui est prêt à utiliser les marionnettes spirituelles ou autres, en arrêtant la réflexion, en arrêtant l'enquête, si on veut, eh bien, c'est une tâche, c'est beaucoup plus compliqué. On se retrouve aujourd'hui dans une discussion contre, je sais pas moi, des gens qui ont des explications extrêmement faciles sur le fonctionnement de la société, qui s'en prennent à des mauvaises causes. Bon, il faut expliquer par des raisons sociales et économiques, c'est ce qu'a fait historiquement le mouvement ouvrier. Et de faire ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus de travail, de justification, d'investigation, que de dire c'est mon voisin qui a la peau foncée ou je sais pas quoi. Benjamin, il est pas raciste. Non, mais d'accord, mais moi, voilà, c'est comme ça que je reformule la question. Pour dire qu'effectivement, je pense qu'il y a des moments où le système capitaliste, là, c'est très abstrait, c'est ce que je dis, mais où disons qu'il y a des schémas qui sont utilisés, qui court-circuitent cette opération de la raison économique au sens politique du terme, et qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles et qui sont très difficiles à combattre. Jamil ? Merci. C'est plus une remarque qu'une question qui certainement, j'espère, suscitera une réaction de votre part. Il y a une chose qui me gêne un petit peu dans ce que vous avez dit, c'est que vous êtes partis en fait, et tous les deux sauf erreur, j'espère pas avoir mal compris, vous êtes partis vraiment de l'identification de la question des nouvelles technologies avec le GAFA. Or, il y a une évolution, il me semble, historico-technique ou historico-technologique à prendre en compte, c'est-à-dire que les ordinateurs n'ont pas toujours été les machines fermées qu'on a aujourd'hui. Les programmes devaient être encore dans les années 80 écrits par les personnes qui achetaient des ordinateurs. Donc il y a, pour faire référence à ce que Marc-Antoine a dit, disons, ce passage entre la concrétude machinique et la, comment dire, l'omniprésence quelque part du logiciel, il y a quand même un soubassement machinique qui est derrière, donc c'est ces serveurs qui sont cachés dans les montagnes à gauche à droite.
Donc cette machinerie n'a pas disparu, elle est juste dissimulée. Et puis, au sein même des fonctionnements de processeurs, d'ordinateurs, il y a Kittler notamment qui a décrit tout le rôle de la cryptologie, donc de la compilation d'un écrit logiciel, d'un programme, pour qu'il puisse être exécuté par un ordinateur. Cette opération de compilation crypte en fait le code, qui le rend très très difficilement décompilable. Et c'est sur cette vague-là qu'on surfait tous les acteurs naissants à l'époque, donc Bill Gates et compagnie, pour vendre des logiciels tout faits, dans un marché où il y avait, on achetait des ordinateurs et où on écrivait nos propres logiciels. Donc, ma remarque, en fait, à l'aune de ces petits éclairages très très rapides, parce que le processus est ultra complexe, ce serait de dire, est-ce qu'on n'aurait pas déjà meilleur temps, pour commencer, de rappeler qu'il y a une différence absolument substantielle entre la dimension technologique de l'informatique et ce qu'on en fait les acteurs principaux du marché aujourd'hui, à savoir le GAFAM, et de ne pas, donc je pense que pour moi c'est important de ne pas partir d'une identification, de dire voilà, il y a la technologie et il y a ce qu'on en a fait, pour peut-être comprendre ensuite les conséquences. Alors, ouais, c'est super intéressant de souligner ça, parce qu'effectivement, Internet, c'est difficile à imaginer, mais avant les GAFAM, c'était un territoire commun, on s'échangeait des bouts de code, des disquettes par courrier, et enfin, c'est même pas qu'on piratait tout, en fait, c'est que tout était commun, c'était vraiment un bien commun de savoir partager. Et ouais, il y a eu quelque chose comme un conflit très fort, et donc qui a été très vite perdu sur la propriété, et sur l'appropriation, je ne sais pas si c'est quelque chose comme une accumulation continue, une accumulation originaire continuée ou pas, mais il y a eu là, le conflit s'est noué autour de la propriété, et c'est ça qui a transformé Internet à un certain moment. Mais c'est vrai que c'est bien de s'en rappeler. Tout ça, ça existe encore, hein. C'est-à-dire que c'est pas perdu dans la communauté du libre. On continue à essayer d'inventer des régimes juridiques pour protéger ce territoire commun qu'on avait à l'origine d'Internet. Et c'est plutôt récent en fait, tout ça, ça fait quoi, 15 ans que c'est vraiment en train de repartir, après avoir été sabré après les origines. Et je sais pas si, peut-être qu'il faut en attendre quelque chose de vraiment intéressant de ça, je sais pas, je peux pas me faire devin là. Bon, en tout cas, c'est un lieu sur lequel se nouent des rapports conflictuels qui sont intéressants. Est-ce qu'il faut dire, comme tu le dis, que il faut rappeler qu'il y a la technologie, enfin, il y a les techniques et l'usage des techniques. Je ne sais pas si c'est une distinction qui est super utile parce qu'elles sont toujours... C'est difficile d'isoler les techniques à part qu'est-ce que c'est ces machins-là. C'est de les abstraire complètement de tous les rapports sociaux, de toutes les pratiques et les savoir-faire dans lesquels elles sont inscrites. Bah, je sais pas, j'ai toujours tendance à considérer les techniques, la technologie, si on prend un peu de recul, comme étant vraiment un ensemble socio-économique et technique avec des processus et des rapports sociaux qui sont sédimentés dans de la matière, qui acquiert comme ça une fixité, un pouvoir de contrainte, mais aussi plus d'effectivité. Enfin, voilà, plutôt comme ce genre de phénomène de délégation sur un mode plus dynamique, que comme une substance figée qui serait telle technique, l'ordinateur par exemple. À mon avis, c'est plus intéressant pour comprendre les évolutions sociales. Encore deux questions. Non, pardon. Juste pour ajouter très rapidement, peut-être que le tableau qu'on a dressé, il est un peu biaisé parce que justement on l'aborde à partir de la question du capitalisme numérique, et c'est un peu la question qu'on essaie de thématiser. Mais effectivement, c'est très important ce que tu as souligné. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'insistais sur les contradictions. Parce que quand on dit contradiction, on dit aussi que si effectivement toute une partie du net est devenue cela, il contient encore des éléments qui ont été en partie écrasés. Et quand je parlais très rapidement des coopératives, la forme coopérative, elle ne vient pas d'ailleurs. C'est simplement des processus qui sont à l'œuvre, qui sont en partie écrasés, qu'il s'agit de réactiver, et qui relèvent de la collaboration, la coopération, etc. Donc l'autre net, il n'est pas écrasé par ce net-là, mais il est quand même très puissant. Et les gens qui veulent développer des moteurs de recherche alternatifs, bonne chance pour concurrencer Google. C'est très compliqué. On a vraiment affaire à des grosses structures. Mais effectivement, il faut garder ça. Il faut garder ça à l'esprit et le voir comme étant quelque chose qui travaille
ces technologies à l'interne et pas comme quelque chose qui serait parti, quoi, qui serait en historique. Avant de poser ma question, je voulais juste compléter la question que vous avez posée. Dans toutes les entreprises, que ce soit en France ou en Suisse, chaque fois qu'on veut numériser, on parle toujours de transformation numérique et digitale. Alors, il y a le mot numérique, il y a le mot digital. Digital, c'est la transformation technique. On est passé du silex au natel. Et le numérique, c'est le comportement du client. Le comportement qui a changé. Où le client, il n'y a plus de notion de temps, ni de notion de lieu. Il veut commander quelque chose à Zalando qui se trouve au Brésil. À 2 h du matin, il se lève, prend son ordinateur, il commande. Ça, c'est le comportement. Tandis que le digital, c'est l'effet qu'on ait passé la machine à écrire à l'ordinateur, le fait que, vous voyez, c'est ça. Donc, voilà, c'est juste pour distinguer transformation numérique et digitale. Donc, c'est important. Il y a la technique et ce qu'on en fait avec. Donc, si vous prenez WhatsApp, je suis dans une entreprise, j'ai Outlook, Microsoft, c'est interdit d'écrire tel message, c'est interdit d'aller voir son compte bancaire là parce qu'il y a des virus et tout. Mais quand j'ai WhatsApp, je fais ce que je veux. Ouais. D'un côté, on interdit, c'est libre. Donc, le comportement n'est pas libre. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors maintenant, je pose ma question par rapport à votre intervention. C'est pour dire qu'on parle de Karl Marx, nous sommes en 2018. On parle des travailleurs. La première question que je pose, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le travailleur qu'on doit défendre ou c'est le consommateur? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui remplacer le travailleur par le consommateur? Parce que si on regarde, que ce soit en France partout, le travailleur n'est plus soutenu ni par les socialistes, ni par les communistes, il est abandonné. Vous voyez, le socialisme est devenu bourgeois, c'est les intellectuels qui rentrent dans le socialiste, ce n'est plus l'ouvrier de Georges Dumarchais, qui sont là. Alors est-ce qu'aujourd'hui on continue à parler du travailleur ou du consommateur? Qu'est-ce qui subit? Parce que finalement les GAFAM dont vous dites, ils ne s'attaquent plus à l'État, ils s'attaquent à l'individu. C'est le type qui commande ma fille, commande Zalando. Je lui dis, mais va dans le magasin, le gars dit non, allez voir, les gens ne peuvent pas me conseiller, tandis que si je fais Zalando, je peux renvoyer, je peux faire, vous voyez, ça change complètement. Est-ce que ce n'est pas le consommateur qu'aujourd'hui on doit défendre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de sites de rencontre. Je dis, quelle résistance? Vous avez parlé de résistance. La résistance, c'est quoi? C'est qu'avant, il y avait des thés dansants, il y avait des fêtes dans les villages, il y avait tout. Puis aujourd'hui, tous ces villages, il n'y a plus rien. Les gens, on leur demande de ne plus se déplacer, de travailler à domicile. Si vous vous déplacez, vous n'êtes pas écologique parce que vous faites tel, alors finalement, les gens, comme ils ne se déplacent pas, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien, ils restent chez eux. Le seul moyen qu'ils ont, c'est utiliser l'ordinateur, c'est plus facile de contact. Donc, quelle résistance on peut faire par rapport à ça? C'est une deuxième question. Une troisième question, à propos de la digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, qu'on attaque les GAFAM pour dire qu'ils contrôlent, c'est la première économie du monde par rapport au pétrole, tout ce que vous voulez, mais quelle est la place du consommateur dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas le consommateur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont trouvé la cible pour contourner les États, pour contourner les barrières douanières, pour contourner les taxes et tout. Ils ont dit voilà, je m'attaque directement au consommateur. C'est le consommateur qui est roi, c'est lui qui demande. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un, je suis en train de manger, un jeune, il venait me dire tu es chef de projet informatique à la ville de Lausanne, il y a un problème, je vais à l'ERP, mais c'est pas possible. Toutes ces personnes n'arrivent pas à m'aider, à chercher du travail et tout, alors que j'étais à Genève, mon collègue à Genève, tout est informatisé, on peut voir depuis la maison et tout. Après j'ai été voir mon chef, je lui ai dit voilà, il y a un problème, pourquoi l'ERP? Il dit non, l'ERP ne dépend pas de la commune, c'est un truc cantonal. C'est au niveau de canton qu'ils peuvent le faire. Vous voyez, c'est le consommateur qui exige l'utilisation. Disons que sur cette question production-consommation, Marx il dit quand même des choses importantes et qui nous permettent de dépasser l'opposition, puisque pour lui, toute production est consommation, par exemple, d'un outil. Si vous produisez un outil, vous consommez un outil que vous utilisez. Bon, donc il permet dans le fond de bouleverser ça, et aussi sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'un consommateur c'est aussi un producteur, un consommateur. Donc je pense que
il y a quelques éléments chez Marx qui permettent de dépasser cette opposition. Sur la question des résistances des sites de rencontre, là encore, je pense qu'entre la place du village et le site de rencontre, il y a eu quand même beaucoup de choses, et notamment une transformation de la famille, transformation de l'espace public. Il y a, à partir des années 60, quand même l'arrivée de toutes les questions intimes, relationnelles, sexuelles dans l'espace public médiatique, qui fait que, avant d'en arriver au site de rencontre, il y a des choses qui ont été élaborées socialement, qui fait que la place de village n'était pas le seul endroit. Et ça nous permet aussi d'envisager d'autres choses. Si effectivement les sites de rencontre ont tendance à occuper tout l'espace, rien ne nous empêche de penser la place d'un espace public non marchand sur les questions affectives, amicales, sexualité, tout ce que vous voulez, qui ne soit pas gouverné par ces logiques que je qualifierais volontiers de pathologiques des sites de rencontre, qui en fait produisent en permanence du besoin affectif sans lui donner des réponses. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer qui seraient, disons, dans la lignée d'une pensée de la coopération et d'un espace public politique qui s'approprie les questions d'intimité. Ça fait très longtemps qu'elles sont plus réservées uniquement à la sphère privée ou à la place du village. Alors, une remarque sur le numérique versus digital. Alors, pour le coup, vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas qu'on utilisait la distinction, qu'on distinguait les deux dans le monde économique. Moi, j'ai toujours compris que le digital, c'était une espèce un anglicisme. Un anglicisme, ouais, voilà, de la numérisation. Et bon, c'était la manière managériale de parler de quelque chose qu'on a déjà en français. Bon. Et alors, bon, le fond de la question, c'était la différence entre l'usage et la chose, qui serait marquée par ces deux termes. Si vous voulez, il y a un marxiste canadien qui est vraiment super intéressant pour ça, et en fait je pense toujours à lui quand on discute de ces affaires-là, qui s'appelle Andrew Finberg. Et il a cette manière de conceptualiser qui est très simple. Il nous dit, d'accord, il y a des technologies, oui c'est même des technologies à ce niveau-là, c'est vraiment des principes scientifiques, qu'on peut considérer comme étant des choses tellement polyvalentes qu'on n'est pas obligé de considérer l'usage qui va avec. Le truc, c'est que c'est pas une petite technique particulière, c'est quelque chose du type la puce informatique. Il n'y a pas d'usage qui va avec, parce qu'en fait c'est tout et rien, c'est tellement indéterminé comme technologie que ouais, on va pouvoir l'insérer dans n'importe quel type de dispositif. Et donc lui appelle ça une technologie indéterminée ou abstraite. Et les technologies concrètes, ça va être l'ordinateur, parce que quand on a un ordinateur ou une machine à écrire, ou je ne sais plus quels étaient les exemples que vous preniez, on a déjà plein d'usages et de rapports sociaux qui sont complètement intégrés dedans. Un ordinateur, vous ne pouvez pas l'utiliser de 1000 manières. C'est quand même très polyvalent, mais il y a quand même des usages qui sont prescrits. Alors, c'est pas, c'est difficile d'assommer quelqu'un avec, on ne peut pas faire la cuisine avec. Enfin, on rétrécit quand même le champ de l'activité dans l'ordinateur. Et plus la technologie est déterminée et concrétisée, plus en fait elle est déjà un usage et un rapport social. Donc voilà, l'opposition est toujours un peu compliquée à faire, je trouve, et pas forcément très pratique. Bref. Et oui, est-ce qu'il faut agir en tant que consommateur et pas comme producteur? Il y a des mouvements de consommateurs qui essaient de réclamer des choses, qui essaient de lutter contre certaines formes de production. Le problème, c'est que vous ne pouvez jamais vous abstenir de consommer sans juste ne plus avoir rien et mourir de faim. Donc ce mode d'action a une limite, il permet de cibler, de peser un petit peu sur certains secteurs de l'offre. Mais c'est c'est compliqué d'aboutir à quelque chose de solide politiquement, et surtout les perspectives de plus long terme sont très limitées sur le plan de la consommation. Mais pourquoi pas agir ponctuellement sur ce mode-là, effectivement. J'ai posé cette question parce qu'il y a beaucoup de bobos en Suisse qui disent qu'il faut consommer local. Alors, la dernière fois, j'ai vu une émission à la télévision où Nico et Coq ont intervenu pour dire nous essayons de prendre des produits locaux pour répondre à ces bobos,
Mais depuis ces derniers temps, la consommation de quinoa a augmenté de 800%, les patates douces de 600%, parce que c'est le même bobo qui veut consommer local, nous fait l'impression que si vous ne mettez pas ça, nous allons commander directement sur Internet, nous sommes obligés de satisfaire. Donc il y a une pensée bicéphale, d'un côté local et de l'autre côté, les quinoa font de bien, les patates douces, les avocats, il y a une contradiction. D'où l'intérêt de penser ça dans l'optique de la production. Si vous voulez consommer alternatif, voilà, faire du... Parce que voilà, vous êtes bobo, vous aimez les légumes produits localement, bah, vous faites ça dans l'optique de la production, c'est-à-dire que vous rejoignez un producteur local et vous allez participer ponctuellement à décharger les productions, à les cultiver une fois de temps en temps, à participer d'une façon ou d'une autre à l'organisation de la production. Et là, du coup, bon, bah, le quinoa importé ou je ne sais quoi, on n'entendra plus parler, vous êtes directement aux prises avec le producteur. Et là, on a une solidarité sur la production qui se met en place. Et ça me semble plus puissant politiquement que juste un acte de consommation qui est toujours un peu désincarné, qui est complètement détaché de tout politiquement.